si ta caisse elle tient 12 heures à Sebring, elle peut résister au Mans. Parce qu'il y a du 109 aussi chez Toyota, il y a Ah les bah oui, Bobris parce qui arrivent que cette année. José María Lopez voulait Ouais. faire peut-être une pause, en avait marre de l'hypercar et donc il a plutôt voulu se concentrer sur du GT et peut-être même sur du karting bientôt. Tu vois, ça va déjà arriver à maturité, entre guillemets. Certains projets vont arriver à maturité. Isota Fraschini, un peu moins, mais... Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, un nouveau format que l'on développe avec mon acolyte Geoffroy Bain, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Salut Geoffroy, ça va ? Salut Anthony, ça va ? Eh bah oui, comme on expliquait dans notre premier numéro, en fait on a une petite idée, c'est de sortir des chiffres, des infos, de se questionner sur le monde de l'endurance, pour l'apprécier, pour le faire apprécier encore plus que c'est déjà le cas, parce qu'on est fan d'endurance évidemment, et aujourd'hui on va parler d'un constructeur allemand mythique, on va parler de Porsche. Et pourquoi on va parler de Porsche, Geoffroy ? On va en parler parce qu'évidemment avec la victoire de Daytona, on se dit, pas mal de gens se disent que c'est peut-être l'année Porsche en WEC et en IMSA. Alors oui, certes, il n'y a eu qu'une seule course pour l'instant, mais bon, voilà, c'est quand tu gagnes, il y a tout de suite ce phénomène, on t'attend au tournant. Donc voilà, on va se poser la question, est-ce que Porsche est le grand favori de la saison 2024 ou pas ? Eh ben, c'est une bonne question parce que dès Daytona, tu l'évoques, c'était la 19e victoire en Floride pour le constructeur. Ça a commencé en 68. On est donc rendu dans cette édition donc 2024. 23e victoire en tant que motoriste. Une victoire au général qui n'était pas arrivée depuis 2003, ça on l'a dit la semaine dernière. Bon alors, est-ce que c'est le constructeur qui est en réussite ou est-ce que c'est aussi au niveau des pilotes que ça s'est joué ? Ça, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Moi j'ai l'impression que c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire que Porsche a fait une année 2023 d'attente, ou pas d'attente, non, de découverte plutôt, Alors, nouvelle ça voiture. dépend. En IMSA, c'est différent d'en WEC, je trouve en tout cas. Ah non mais carrément, on va aller dans ce détail là, mais en tout cas 2023, l'année dernière à Daytona, ils ont posé la voiture, c'était les premiers tours de roue en compétition. Oui. Donc forcément tu as une part de découverte et d'aller en compétition, c'est quand même autre chose que juste rouler en essai. Donc la saison 2023, qu'on le veuille ou non, même s'il y a déjà eu 3 victoires en IMSA, reste une saison de découverte, et là clairement, et dans le langage des dirigeants et des pilotes, je sais pas si tu as vu certaines déclarations, mais ils ont clairement expliqué qu'ils sont plus là juste pour faire des tours en rond, quoi. Ils sont là pour gagner en fait. Ah bah complètement. Thomas Lodenbar, là, le vice-président de Porsche Motorsport, justement, quand ils ont dévoilé, tu sais, les équipages en fait en décembre, toujours à Weissach, en fait, ils ont expliqué qu'ils optimisaient l'ensemble du package, que ce soit les voitures, les pilotes, et ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Les attentes sont élevées pour 2024. Alors je sais pas comment on doit le prendre, le fait d'optimiser les pilotes. Ça, ouais, c'est ça. Tu te dis, bon, c'est Porsche, certes il y a Penske derrière, mais c'est quand même Porsche qui mouille le maillot. Moi je pense que c'est quand même assez dangereux pour les concurrents, et on l'a vu d'ailleurs à Daytona. En fait, quand il a fallu être au rendez-vous, ils ont plus trop laissé de chance quand même aux autres, même si Cadillac c'est quand même accroché un peu à leur basque. En fait, c'est ça, le truc, c'est que là, on a la lecture brute du résultat où on se dit, ils ont gagné, donc voilà, ils ont... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait cette émission et qu'il y a eu plusieurs titres dans des journaux où ils disent, voilà, Porsche est favori parce qu'ils ont gagné Daytona. Bon, le résultat brut, le résultat détaillé, je vous le rappelle, c'est quand même 2 secondes d'écart sur la ligne. Et en plus, tu l'as très bien dit dans le premier épisode, cette année, la victoire, normalement, c'était pour Cadillac, quoi. Enfin, il y avait un truc, tu vois, ça n'a pas été une ultra-domination Porsche. Mais... moi, le truc que j'ai envie de développer un peu, l'idée, je veux savoir ce que tu en penses, c'est, tu sais, je commence à être un vieux, où je me souviens, et enfin même les plus anciens le diront aussi, il y a toujours eu ce côté en endurance, si tu gagnes à Sebring par exemple, on disait, si tu as gagné les 12 heures de Sebring, tu as déjà un pied sur le podium des 24 heures du Mans, parce que si ta caisse elle tient 12 heures à Sebring, elle peut résister au Mans, et voilà, tu as bien débuté ta saison. Daytona, ça a toujours été un peu différent, parce que ça n'a pas toujours été une course qui a été intégrée au calendrier, compatible avec les 24 heures du Mans. Les spécialistes que vous êtes comprennent, il y a moins de passerelles, donc pendant des années, les voitures qui gagnaient à Daytona ne participaient pas aux 24 heures du Mans. Là, maintenant, c'est le cas avec les LMDH. J'ai le sentiment qu'il y a un peu ce côté aussi, si tu gagnes Daytona, s'ils enchaînent avec un bon résultat à Sebring, ils sont déjà
peut-être quasiment sur le podium au moment, tu vois, psychologiquement en tout cas. Oui. Alors, je vois ce que tu veux dire. Après, on a quand même C'est le sportif précisé qui la semaine l'emporte quand même, on est dernière. d'accord. Hein. Non, Faut aller la chercher la victoire, hein, mais bon. ça c'est sûr. Maintenant, on l'a dit la semaine dernière, c'est vrai qu'en IMSA, les règles sont un peu différentes du championnat du Ouais, monde d'endurance en WEC. On va ouais, dire que ouais. les cartes sont toujours rebattues à quelques minutes de l'arrivée. Donc c'est ce qui explique aussi que les résultats soient serrés. Moi je trouve que Ouais. t'as pas tort quand tu dis justement que les circuits américains, en tout cas du début de saison, les deux grosses épreuves du début de saison sont vraiment importantes et peuvent te mettre dans un bon rythme et dans un bon mood parce que Et c'est c'est celle qui vraiment ça ressemble le aussi, hein. plus, c'est celle qui ressemble le plus peut-être aussi aux 24 heures du Mans. C'est vrai. Tu vois, un Long Beach par exemple, ou un Saint-Pétersbourg, je sais même plus, enfin des trucs comme ça, tu vois, où t'as, je sais pas, j'ai des vieux noms qui me reviennent là, j'ai mes années LMS qui reviennent avec Détroit C'est et des ça. conneries. Non mais tu sais, les circuits urbains ou d'autres pistes qui sont quand même moins comparables, Virginia c'est moins comparable au Mans, Daytona et Sebring, il y a un côté quand même un peu, c'est comme Spa-Francorchamps ou Silverstone en Europe quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah là, il y aura quand même beaucoup à faire au niveau aussi du règlement. On y reviendra dans quelques petites minutes, justement. On a prévu de parler de tout ça. On a prévu aussi de répondre aux questions des internautes, des fans, je sais pas comment on peut vous appeler, des auditeurs, euh, dans Les quelques clubbers. instants, mais des podcasters, je sais pas comment on dit, des poditeurs. Non ça Euh, c'est nous, ça c'est nous ça. ah Enfin, oui, c'est bref. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, eh ben, moi, ce que je voyais, c'est surtout que ça se joue aussi en termes de pilote, parce que, en fait, Mhm. cette victoire, moi, j'ai parlé la semaine dernière de Blomqvist qui m'avait impressionné, et puis de Ouais. Derani. Bon, bah là, il y a quand même deux phénomènes, Nasser et Campbell. Je crois que tu t'es un peu intéressé à eux, mais c'est vrai que moi, à chaque fois, je suis impressionné par leur niveau, parce que autant Nasser que j'ai découvert très très tôt en Europe, et Campbell qui a fait une progression météorique, c'est vraiment deux phénomènes. En fait, ce que j'ai regardé, c'est que la saison dernière en IMSA, c'est quand même les deux qui surnagent le plus, quoi. En termes de perfo, ils sont toujours présents. Juste Bah, chez Porsche ou au ouais, général de l'IMSA? alors, chez Porsche, quand les Porsche sont un peu en retrait, c'est eux les plus rapides. Et, euh, et sinon, même au général, c'est souvent eux deux qui sont les plus en vue, Nasser et Campbell. Euh, Dan Cameron est clairement, selon moi, celui qui était un peu le plus décroché. Ouais. Jaminet, il fait le taf aussi, il n'y a pas de problème. Nick Tandy, j'ai l'impression, c'est parce que je l'aime bien aussi, mais j'ai l'impression que c'est le mec qui fait des coups d'éclat et qui parfois peut être dans un jour sans et du coup est un peu plus loin. Enfin, Et il peut faire des conneries. ça va avec le personnage. Ouais, ça va avec le personnage. Hein. Nick Tandy, c'est quand même, c'est un très bon pilote, c'est aussi un très bon vivant. Oh, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je Ouais. pense qu'il a une moins bonne régularité, quoi. Mais en tout cas, ouais, quand tu regardes les datas, clairement, Nasser et Campbell sont au-dessus, très à l'aise en IMSA. Au Mans, en WEC c'était un peu différent parce que le programme Porsche est splitté, donc tous les pilotes ne font pas toutes les courses, mais ce que j'ai vu en WEC c'était un peu moins marqué et que tu as plutôt une évolution en termes de pilotes, c'est-à-dire que tu as du Christensen qui est très efficace, Makowiecki qui était, j'ai l'impression, mais bon, j'ai pas regardé dans le détail de tous les relais, mais qui était peut-être un peu moins bien en début de saison, qui en fin de saison est l'un des plus rapides chez Porsche. Ouais. Donc tu vois, il y a une évolution. Et par contre, sur le volet IMSA, tu as vraiment Nasser et Campbell, tu as l'impression que la caisse, il la maîtrise parfaitement tout de Ouais, suite. c'est Quoi. ça. Après, il n'y Donc, a pas de hasard, hein. Je veux dire, Nasser, il est champion IMSA 2021 avec Cadillac. Campbell, il est champion IMSA en GTD Pro avec Porsche en 2022. Ils ont hmm, gagné quasiment tout ce qu'ils ont touché, en fait, Nasser et Campbell. Donc, c'est pas étonnant de les retrouver ouais. là. Donc, en IMSA, moi, je pense que c'est sûr que Porsche sera là et va être au rendez-vous face à Cadillac. C'est ce que j'imagine en tout cas. Maintenant, je suis pas certain qu'en WEC, ce soit les plus performants parce que on a vu Bah, que l'année dernière, c'était un peu juste, face notamment à Toyota, à Ferrari, aux autres constructeurs qui sont quand même vachement présents. Et bah, je sais qu'on a une question et on y répondra tout à l'heure, mais avec les LMH et les LMDH, bah, forcément, c'est compliqué quand tu mets plusieurs millions d'un côté et puis de l'autre, bah, quand tu es un constructeur qui joue un peu moins cher, entre guillemets, de ouais. pouvoir se battre pour la victoire. Mais voilà, tu fais la transition avec les questions, tu vois, bah, les personnes qui nous ont envoyé des messages, et merci d'ailleurs hein, sur les réseaux, vous pouvez suivre Endurance Magazine, on fera comme ça des appels aux questions sur Twitter, sur les autres plateformes, je sais pas si on va le faire, si ça s'y prête, quoique sur Insta ça marche aussi. Mais tu vois, on a Julien Cyborg qui nous dit, en IMSA, grand favori, c'est pas le mot, mais je pense que Porsche Penske a bien travaillé sur la voiture. J'en vois une en bagarre pour le titre final au Petit Le Mans, tu vois, il prend déjà un pari sur le Petit Ouais, Le ouais. Mans. Et il dit en WEC, ça va être un peu peuplé, et sachant que les BOP sont faites à la hache, ce sera au petit bonheur la chance. Voilà. On a Tarek qui nous dit je pense pas que Porsche est le favori en 2024. En IMSA, oui, ils seront très forts, et une des équipes qui visera le titre.
En WEC, Ouais. ça sera autre chose. Il y Là, a je les suis d'accord. Toyota, les Ferrari. Et franchement, BM peut faire un coup. Et je finis juste, il y a Jalil aussi qui a envoyé un message tout à l'heure quand on a refait un petit appel aux questions, qui dit: Je pense que Porsche va se battre avec Cadillac et Acura en IMSA. Maintenant, pour aller chercher Toyota et Ferrari, ça va être un peu plus compliqué. Tu vois, il y a vraiment cette séparation IMSA-WEC, quoi, comme tu dis. Oui. Et après, c'est pas exactement d'ailleurs la même réglementation. Alors là, j'ai pas le détail, mais j'ai lu que les LMDH qui sont donc éligibles et en IMSA et en WEC sont pas exactement dans la même configuration entre les deux championnats. Ouais, ouais, Donc tu ouais, vois, ouais. il y a aussi voilà. Ah mais je rejoins, c'est bien hein, cet échange-là parce que je rejoins vraiment cette vision-là en fait où je pense qu'en IMSA, Porsche sera vraiment vraiment au rendez-vous. En plus on Ouais, connaît l'histoire de Penske aux États-Unis évidemment et ce qu'on avait vécu en ALMS, tu vois, tu m'en as reparlé là, ça m'a ouais, ouais, rappelé des carrément. souvenirs avec la LMP2 qui était face aux Audi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en WEC, ça va être compliqué. Alors du coup, Porsche est là pour gagner, donc on l'a dit. Les équipages ont changé un petit peu. Il n'y a pas de gros changements, mais on a quand même Hmm. enlevé le maillon faible, je dirais, en WEC cette année, pour le remplacer. L'année dernière, il y avait Cameron, Christensen, Makowiecki dans la 5, Lauterer, Estre et Vanthoor dans la 6. Bon, bah là, on a mis Campbell, Christensen et Makowiecki dans la 5. On ne change pas l'équipage de la 6. Je pense que ça pourra quand même avoir de grandes conséquences bénéfiques. Ouais, alors l'info c'est que Dan Cameron voulait, enfin, ils ont mis ça un peu sur le côté perso. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'ils voulaient pas continuer sur ce programme-là et qu'ils voulaient plutôt se focus sur l'IMSA, et qu'à l'inverse, Campbell voulait avoir un programme avec une portée un peu plus internationale. Ouais, d'accord. Oui. Non mais c'est marrant, tu sais, alors bon, petite digression rapide, chez Toyota c'est un peu pareil, tu sais, tu as ce langage, parce qu'il y a du 109 aussi chez Toyota, il y a Ah Nick bah De oui, Vries parce qui arrive que cette année. José Maria Lopez Ouais, voulait ouais. faire peut-être une pause, il en avait marre de l'hypercar et donc il a plutôt voulu se concentrer sur du GT et peut-être même sur du karting bientôt. Non mais franchement, c'est quoi ça? Ah, en fait, ah non, non, mais attends, la langue, enfin, le langage officiel, les éléments de langage officiel, on va dire, Ouais, c'est Kamui Kobayashi qui a expliqué que, bah, en fait, il se préoccupe chez Toyota de l'âge des pilotes d'accord. et que Conway a 40 ans, enfin, ils sont plusieurs à atteindre la quarantaine et qu'il fallait donc injecter un peu de 109. Et c'est pour ça que José, il a sauté. Et en fin d'année, c'est sans doute Mike Conway qui va sauter lui pour être remplacé par quelqu'un de plus jeune aussi. D'un En autre fait, côté, ils font comme chez Audi à l'époque, tu sais, où tu c'est avais vrai. Capello, Christensen et McNish qui sont tous les trois partis à un an d'intervalle. Et ben, là, ils sont en train de peut-être de lancer ce renouvellement. Après, faut pas se mentir, il y a quand même l'aspect sportif un peu qui joue. Et José, il nous en a fait des belles quand même. Donc, Dan Cameron, c'est pas le même truc. C'est plus, enfin, tu vas me donner ton avis, mais moi, c'est plus sur la performance globale, c'est qu'il est, il est moins rapide. Ouais, ouais. Euh, Après, et voilà, ça justifie l'endurance, quoi. je sais pas quoi en penser parce que tu vois, je comprends à la fois Tu le sais pas quoi côté penser de l'endurance ou... non, Ah non. renouvellement, si je sais quoi en penser de l'endurance. Renouvellement des générations, j'entends évidemment et c'est important. Maintenant, je pense que c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme d'habitude en fait. Et l'expérience, c'est quand même la clé. Et on voit bien qu'il y a des pilotes qui en endurance ont un âge plus avancé, entre guillemets, et qui sont Ouais, toujours au top et toujours capables, avec la science de la course, de s'imposer. Donc, je suis pas certain que ce soit le meilleur choix, si tu veux, de mettre que des jeunes non plus. On va voir, mais chez Porsche, ils ont quand même une sacrée mixité aussi, et je trouve que c'est ça un peu ouais. l'intérêt. Tu vois, un Makowiecki et avec un Christensen, et t'as Lauterer qui est là aussi sur l'autre voiture avec Estre et Vanthoor. Enfin, on mixe les équipages, et je pense, moi, que c'est la bonne solution. J'aime bien aussi cette approche-là. Et puis, faut pas oublier que en théorie, on attend d'ici quelques heures, je pense, la liste des engagés des 24 heures du Mans. Je pense qu'il y aura une troisième Porsche officielle. Ouais. Parce qu'il y a, bah, il y a du. Faut caser Felipe Nasser, hein, faut caser, tu vois, tout ça. Oh, Ou alors, s'il n'y a ça pas. sera magnifique. Et t'imagines s'il y a une troisième, ce que j'imagine, Porsche Hmm, au Mans, on hmm. aurait Jaminet, Nasser et Tandy finalement. Ça serait Oui, top. voilà. Non, mais c'est pour ça, faut quand même les placer. Si c'est pas accepté, faut pas oublier aussi qu'il y a normalement les deux 963 de chez Jota. T'as du Proton, t'as du JDC. Enfin, Est-ce que Porsche, c'est ils ont pas ça? vraiment. Tiens, je rebondis. Est-ce que c'est pas ça qui peut faire que Porsche peut progresser en WEC, le fait d'avoir plusieurs voitures et d'avoir été la première équipe à avoir misé sur la compétition client? On sait que Ferrari maintenant le fait, mais c'est fort, non? Ferrari le fait. Un peu, ouais. Oui, à peine. Je pense que c'est plutôt un élément qui peut. Même si j'aime pas trop ce concept, mais quand même, il y a toujours cette notion de force du nombre, tu vois. Si jamais il y a un pépin, il y a des pièces qui. Il y a un problème sur les pièces où où il y a une stratégie dans laquelle tu tombes mal, quand tu as 3 4 5 6 7 voitures,
tu as mécaniquement plus de chances de l'emporter. Je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer. Après, au niveau développement, j'ai le sentiment que Porsche joue vraiment la vraie compétition client. Ouais. Et donc, il détache des ingés, il détache des personnes pour s'occuper des voitures, mais c'est quand même... ils ont assez à se focaliser, eux, quoi. Tu vois, c'est pas des fausses écuries, c'est pas des écuries officielles déguisées comme Ferrari le fait clairement avec AF Corse, la troisième voiture. Ouais, d'accord, ça je vois. Après, moi ce que je voulais évoquer aussi, c'est que tu parlais des pièces de rechange, etc. Ça me fait la transition sur un peu la fiabilité, l'utilisation du powertrain, etc. Je trouve qu'en WEC, ils n'ont pas eu trop de problèmes mécaniques, mais ils ont été un peu moyens. Voilà, 4e l'année dernière, meilleur résultat pour la 5. Aucun podium, Voilà, aucun podium pour eux. 2 podiums pour la 6, mais 6e du général derrière Toyota, Ferrari, Cadillac, avec seulement 71 points. Donc c'était un peu moyen. Par contre, en IMSA, il y a eu pas mal de problèmes de fiabilité aussi. Alors tu le disais, à Daytona, c'était la première course de cette voiture. Problème de batterie hybride, problème de boîte de vitesse. Et cette année, il y a encore eu une petite alerte avec une pénalité pour la 6 qui leur a peut-être coûté le podium. Il y a eu 2-3 choses qui leur ont peut-être coûté, mais failure to adhere to controlled powertrain parameters, c'est-à-dire qu'en fait le chargement de la batterie a priori était trop élevé. Il y avait des pics qui se passaient notamment à la chicane, et pourtant c'est le même MGUK sur toutes les voitures GTP. Donc comment ça peut s'expliquer ça, que Porsche finalement réussisse à gagner avec la 7 et malgré des frayeurs et des sueurs froides, parce qu'ils auraient très bien pu se faire pénaliser, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'ils essayent d'optimiser dans tous les secteurs. Et il y a une déclaration qui était intéressante chez Porsche où ils expliquent que faut pas s'attendre à voir, c'est dommage, mais il faut pas s'attendre à voir de nouveautés extérieures. Ils vont pas faire évoluer la carrosserie, ils vont pas faire évoluer tout ça. Ils ont figé la caisse sur ces aspects-là. Par contre, tout ce qui se passe en dessous, ils ont beaucoup bossé. Et effectivement, je pense que c'est en LMDH, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils vont être bons en IMSA cette saison. Ils ont à aller gagner sur l'utilisation de la batterie, sur l'utilisation du powertrain. En fait, ça fait un bon parallèle avec une discipline que je connais peu, mais avec la Formula I, où on est un peu là-dedans aussi, non ? C'est vrai. Ouais, donc voilà, il y a cette recherche d'optimisation du package que tu as, parce que, bon, transition encore, on nous a demandé d'expliquer les différences entre LMDH et LMH. Alors, je pense on prendra, quand tu auras 3 heures dans ton emploi du temps, on fera une émission dédiée. On se donne rendez-vous en 2028 ? Ouais. Non, mais pour la faire courte, la grande différence, c'est que, si vous devez retenir un truc, c'est que le LMH, en fait, il y a 2 notions à avoir. Putain, déjà, tu vois, je fais grand 1, petit 1. Bon, il y a 2 notions à différencier. Il y a ce qu'on appelle les catégories, comment les voitures sont classées dans les championnats. Ouais. Aux États-Unis, c'est le GTP. Ouais. Et en WEC, c'est le hypercar, la catégorie hypercar. Et à l'intérieur de ça, tu peux avoir des types de voitures qui sont ou des LMH, Le Mans hypercar, ou des LMDH, c'est-à-dire des Le Mans Daytona hybrides. Okay. Différence de ça, une LMH, si vous devez retenir un truc par rapport à ça, c'est que ça te donne une liberté totale. Tu peux construire ta voiture en respectant le règlement, c'est-à-dire une fenêtre de performance, puisqu'il y a ça maintenant qui est proposé par la FIA. Ouais. Mais tu as la liberté de faire une voiture avec un aileron ou sans aileron. Tu as la liberté de faire une voiture, je sais pas moi, qui dérive fortement d'un prototype, je trouve, du NLMP1 comme Toyota. Donc voilà, tu fais ce que tu veux. En LMDH, tu fais moins ce que tu veux. En gros, tu es obligé de passer par un des 4 manufacturiers de châssis, un des 4 fabricants de châssis, c'est-à-dire Dallara, Multimatic, Ligier ou Oreca. Et eux, ils doivent te fournir ce qu'on appelle l'ossature de la voiture, c'est-à-dire que t'enlèves le moteur, t'enlèves la carrosserie et t'enlèves le système hybride, qui lui aussi est standardisé. Eux, ils doivent te fournir ça. Ouais. Et dessus, toi, tu viens greffer le système hybride qui, lui, est géré par Bosch et Williams. Tu viens greffer ton moteur que tu peux développer toi, et tu viens greffer ta carrosserie qui peut ressembler à une voiture de série. C'est pour ça que les BM, elles ont les grosses ouïes à l'avant, que les Porsche, elles ont un petit style aussi, les Acura, enfin voilà, tu peux faire ta voiture, mais pour que ça soit reconnaissable. Voilà, mais tu es quand même contraint par une base technique, ce qu'on appelle vraiment l'ossature, tu vois. C'est quasiment une base LMP2, c'est ce qu'on est d'accord, quoi. C'est pas quasiment une base LMP2, c'est la base des futurs LMP2 en fait. C'est ça. Les châssis qui sont utilisés actuellement en LMDH seront les châssis qui seront demain utilisés en LMP2 quand il va y avoir la nouvelle génération de LMP2. Ça tarde, c'est toujours repoussé, mais en tout cas, ça sera ça. Donc voilà, la différence, c'est ça.
et je sais plus pourquoi je le détaillais, mais si, en gros, c'est que. Enfin, ouais, on va dériver après sur la BOP, mais il y a cet équilibre à trouver, c'est-à-dire que tu as des constructeurs qui font le choix de choisir, de prendre le LMDH pour des raisons de standardisation, de simplification et de coût aussi. Ouais. Et puis tu as les constructeurs qui vont basculer eux sur le LMH pour avoir plus de liberté. Et au final, il faut réussir à faire rouler tout ce petit monde ensemble. Et pour puis, l'instant, une LMDH n'a jamais battu une LMH. Quoi. non, c'est vrai. Enfin, en tout cas, ouais, c'est Ah non, vrai, c'est vrai sur en la WEC. piste, non, sur la piste, non. C'est Ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'en IMSA, en fait, on peut pas avoir de LMH pour l'instant, et parce Alors, qu'il y a une règle aussi qui fait qu'on doit être un constructeur qui vend tant de voitures aux États-Unis. Donc voilà. c'est un peu ça Donc qui ça bloque. aussi, c'est pareil, parce que Bon, Ferrari pourrait venir. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais j'ai vu, je vois des vidéos de vulgarisation sur le WEC où c'était dit comme quoi c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué. La règle, c'est que si tu veux rouler avec une LMH en IMSA, il faut que tu distribues des voitures aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas de Peugeot par exemple, Ouais. et que tu en vendes 2500 par an, ce qui n'était pas le cas de Glickenhaus. Et il faut aussi que tu trouves avec l'IMSA, et là attention, ça devient flou, il faut que tu trouves un accord de commerce, ou en tout cas un accord de partenariat. D'accord. C'est-à-dire que il faut que l'IMSA, ils font du business, hein, les mecs, c'est pas des philanthropes, il faut qu'ils trouvent un moyen d'utiliser le fait que tu roules chez eux pour faire de l'activation. Par exemple, tu vas t'engager chez n'importe quoi, mais à mon avis, c'est ça le contenu du truc, c'est que tu vas t'engager sur chaque manche d'IMSA où tu participes à ramener un espèce de showroom avec des voitures de série. Tu vas t'engager à participer au budget publicité, à inviter des VIP sur les événements. Enfin, en fait, ils veulent juste s'assurer que tu viens pas là faire un one-shot avec ta Peugeot. Ça. Voilà, donc il y a cette... Et attends, forcément, ça bloque un petit peu. Donc, c'est une barrière à l'entrée. Peugeot pourrait pas forcément. Alpine, non. Ils vendent pas de voitures non plus. Et ils ont pas de partenariat avec un constructeur qui serait implanté. Ok. Donc voilà, c'est pour ça. Peugeot, Lamborghini ils sont peut, dans un groupe. Évidemment. Lamborghini peut, ils Peugeot, ils sont dans un LMDH. groupe où ils peuvent utiliser notre marque. Mais bon, tu sais, ça avait été évoqué à une époque que ça soit pas sous l'entité Peugeot. Ouais. Mais sous une entité d'une autre marque du groupe. Chrysler peut-être ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, bon, déjà vu les galères qu'ils ont avec leur hypercar, je suis pas sûr qu'ils aient envie de multiplier les projets, de la faire rouler sous un autre nom. Non, mais ça pourrait. Voilà la différence. Ouais. Est-ce que, attends, je rebondis là-dessus. On est là pour ça aussi, pour discuter. Mais est-ce que je rebondis beaucoup aujourd'hui quand même. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que les voitures LMH n'auraient pas à gagner justement tout intérêt à pouvoir rouler aussi sur les circuits américains pour découvrir peut-être d'autres types de pannes, d'autres types de problèmes de fiabilité, etc. pour être prêts pour le WEC et pour Le Mans? Ça pourrait, effectivement. Il pourrait y avoir un intérêt. Après, j'ai l'impression quand même que quand tu lis ce règlement et quand tu repenses à ce que je viens d'expliquer sur le fait qu'il faut distribuer des voitures aux États-Unis, machin, t'as quand même toujours cette sensation que les ricains, ils ont envie de faire ça entre eux, tu vois. Là où le WEC propose une vraie plateforme globalisée, mondiale, internationale, l'IMSA a quand même toujours cette approche de... Tu vois, enfin... Rien que le nommage du clan, quoi. Ouais, rien que le nommage technique des voitures, le LMDH, ils ont réussi à placer leur Daytona dans le nom du truc. Ouais. Enfin, je sais pas, appelons ça, on aurait dû appeler ça les LMGTP ou les GTP tout court, mais pour tout le monde, tu vois, ou les hypercars, mais pour tout le monde, il n'y a pas besoin de faire... Eux, ils ont besoin quand même de marquer leur territoire. Après, la CO aussi, hein, Le Mans, c'est une guerre. Le Mans hypercar, pareil. Et c'est aussi pour ça que j'aime cette discipline et que je suis autant fan du Mans, c'est parce qu'il y a aussi ce côté résistant. Le Mans a résisté à la FIA pendant des années quand il y avait de mauvaises décisions. Maintenant, il y a un travail main dans la main qui va dans le bon sens aussi. Enfin, mais c'est des normal. guerres de chapelle qui sont normales. Voilà. Ouais, de garder son identité, moi je trouve. Donc ça, il y a pas de souci. Et puis ils ont quand même réussi à faire la convergence. Donc on a quand même des Porsche 963, parce qu'on va revenir à un autre sujet, qui roulent à Daytona, à Sebring, à Long Beach, je sais pas où, au Petit Le Mans, et au 24 heures. Enfin, c'est quand même fou ce qu'on vit. Donc c'est génial. C'est une ère dorée. Moi je trouve ça top. Maintenant, voilà la vraie question aujourd'hui qu'on se pose, mais après on pourra se la poser sur un autre constructeur. Mais Porsche est-il donc favori pour cette saison 2024 globale? On sait que dans l'histoire, et ça me plaît bien, dans l'histoire de l'endurance, Porsche quand même, ils sont jamais trop arrivés pour juste faire de la figuration. Hein, donc j'imagine quand même que si les déclarations ont été faites en fin d'année dernière par Laudenbach, c'est quand même aussi suivi d'action, j'imagine. Je crois que tu avais cherché quelques petites infos aussi sur les différentes Porsche et surtout sur le fait que quand ils enclenchent en fait
leur force de frappe. C'est trop tard, Et déjà, c'est un quoi. peu tard, ouais, c'est ça. Non, en fait, ce que j'ai été voir, je me suis amusé à regarder, par exemple, une époque que tu connais aussi très bien, quand les groupes C sont arrivés au début des années 80, 1982, Ouais. Porsche a rapidement activé le truc et est rapidement devenu le constructeur ultra dominateur de la discipline. Parce qu'aujourd'hui, les groupes C, ça nous fait rêver. Moi, c'est une époque que j'ai pas vécue parce que j'étais pas né au Il début. y avait quasiment que des Mais, Porsche. mais en fait, voilà, c'est ça, il y avait quasiment que des Porsche. Alors, effectivement, ça fait rêver de voir les Jaguar XG19, de voir les Mercedes, les Sauber, tu vois, tout ça, mais ça, c'est vraiment la période finale, hein. Au début, c'était du 956, 962, 62, et ça dominait tout, quoi. Ouais. Après, il y a eu la période, peut-être que tu vas pouvoir détailler un peu plus, la période GT1, Ouais. où là, c'est pareil, ils sont arrivés en 96-97 assez gentiment avec une Porsche. Oui. Ouais, t'as compris que c'était une grosse 911, mais bon, voilà. Et en 98, c'était plus du tout la même, quoi. Ah bah c'est clair. Hein. Bah 96-97, ils étaient là en tant que motoristes, ils ont pris un châssis Jaguar qu'ils ont travaillé, ça c'était pour 97 je crois avec TWR, donc voilà, c'était un peu Ouais, mais moi, je parlais de la 911 GT1. Ils ont de quand même briquet de lancé la rock. 911 Ah GT1 oui, en 80. mais ça Ouais. gagnait pas, ça gagnait Ah pas. non, non, voilà, c'est ça. Et en 98, le truc quand même, c'est que il y avait des équipes clientes de la Porsche 911 GT1. Ouais. Je pense à des équipes comme JMB ou Rook Racing, des choses comme ça. Et Porsche leur a dit dans l'intersaison entre 97 et 98, leur ont dit, nous, on va venir au Mans avec une version un peu évoluée, mais bon, voilà, il n'y aura pas trop de différence. Ouais. Rien de bien Attendez, méchant, quoi. ils sont arrivés avec une voiture Ouais. totalement Voilà. Et puis après, je te laisse dominatrice. peut-être faire la transition, mais c'est pareil, l'épopée 919, Ah, c'était ça... c'était exceptionnel. Bah, pour l'avoir vécu, effectivement, quand tu sais que les règlements ont été mis en place justement pour attirer des constructeurs, et là, beau travail de la CO, beau travail aussi d'attirer Ouais. trois Ah oui. constructeurs. Tu avais Audi, tu avais Porsche, tu avais Toyota qui a joué le jeu. Bon, malheureusement, Peugeot était parti. Mais quand la 919 hybride a commencé à gagner, c'était un peu timide en 2014 parce que bah, voilà, il y avait forcément Toyota et Audi qui étaient là depuis Oui. déjà quelques années. Mais bon, quand ils ont commencé à s'imposer, après, c'était pas une radia, mais pas loin, quoi, parce que je crois que c'était quoi, 2014 en fin d'année, c'est ça la première Ouais, c'est victoire. ça, Sao Paulo. Ouais. Et après, franchement, ça a été Et après, à jusqu'à partir leur du Mans départ, en fait. 2015, ouais, à partir du Mans 2015, ça a été, Alors, pas sur la ouais. saison. Tu vois, c'est ça aussi. Est-ce qu'on peut se poser la question Oui. aussi dans ce podcast? Est-ce que Porsche est favori pour la victoire au général en WEC ou est-ce qu'ils cherchent la victoire au Mans pour en ajouter une 20e cette année? Bon, de toute façon, il va falloir prendre des risques, il va falloir qu'on prenne des paris. Juste, alors, tu vois, parce que pour faire le lien avec ce qu'on se disait, une autre question qui nous a été posée, le poutrologue qui demandait, est-ce que le favori serait pas celui qui va être désigné par la BOP ou celui qui gérera le mieux son sandbag, donc Ah, en j'y gros, crois pas, qui ça. cachera un peu. Et ouais, voilà, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Vas-y, donne-moi ton avis là-dessus, justement, Ouais, sur moi je crois le pas à rôle de la ça. BOP et tout ça. Bah, la BOP, en fait, bah, c'est un peu à l'instar, tu vois, tu parlais de la formule électrique aussi tout à l'heure, avec SRO qui est de plus en plus impliqué aussi, parce qu'il y a les GT3 évidemment qui arrivent cette année, mais ça c'est encore un autre sujet. La BOP, en fait, elle est importante pour pouvoir mettre à niveau quasi équitable les LMH et les LMDH. Alors je dis quasi à niveau équitable sur le papier, essayer de trouver Mm. des opportunités, d'avoir une Ferrari qui se batte face à une Cadillac et face à une Toyota. Donc, Une Peugeot aussi, ça serait bien. ouais, une Peugeot aussi, ils ont travaillé, a priori ils arrivent avec un aileron, donc tant mieux. Mais il y aurait, honnêtement, je vois pas d'intérêt de la part de la CO, de la FIA, de faire gagner et dominer pendant toute une période un constructeur. En fait, l'idée, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est de faire un peu gagner Toyota, un peu gagner Ferrari, un peu gagner les autres. C'est pas intentionnel, c'est de laisser les chances aux constructeurs de pouvoir gagner. D'ailleurs, on l'a vu, Ouais. les 24 heures du centenaire, honnêtement, Toyota, ils doivent la gagner 25 fois. Sauf Ouais. que bah, ils ont le problème dans la nuit, il se fait percuter Kobayashi dans un incident, sinon il n'y avait pas d'abandon. La 8, elle a des problèmes, elle a un tête à queue d'Irakawa en fin de course, etc. Voilà, mais sinon, face à Ferrari, c'était quand même pas gagné d'avance pour Ferrari. Mais il y a cette BOP justement, dont on ne doit pas évoquer quand on est constructeur, on ne doit pas faire de commentaires là-dessus, qui permet d'avoir les forces en présence qui soient équilibrées. Et donc l'intérêt, bah, c'est de pouvoir avoir un constructeur différent sur chaque manche de WEC qui puisse gagner à chaque fois, je dirais, si on veut aller au bout du truc. Pour moi, le meilleur. Les gens qui disent que c'est triché, tu sais, que c'est truqué. Parce qu'on est quand même dans un sport où il y a pas mal de complotisme aussi. Alors, je dis pas que c'est le commentaire, hein, le poutrologue, c'est pas tout ce qu'il est en train de dire, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu sur ce côté, de toute façon.
c'est l'ACO qui va choisir et la FIA. Ils vont nous sortir une BOP 4 jours avant le départ et c'est eux qui choisiront le vainqueur. Franchement, si vous regardez le résultat de la saison dernière, c'est justement la preuve du contraire. C'est-à-dire que c'est Toyota qui a ultra dominé toute la saison. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la meilleure bagnole, à mon sens. Peut-être que je me trompe. Et moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que la BOP, elle est certes critiquable. Nous, on a le droit de la critiquer. Elle est certes améliorable sur plein de points. Peut-être qu'il fallait donner plus de puissance à l'un, enlever du poids à l'autre. Mais ça, c'est les jeux politiques. À chaque fois, chacun va te dire, ah bah non, mais moi, j'ai pas la meilleure, moi, j'ai pas la Bah oui, d'accord. Non, mais c'est sûr qu'elle est modifiable et que si elle avait été différente, on aurait peut-être eu plus de combats et plus de batailles en piste. C'est vrai. Maintenant, toutes choses étant égales par ailleurs, Toyota, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont engagés en endurance, et même ils étaient là les années où c'était un peu long de regarder les 24 heures du Mans. Et je dis pas qu'ils ont le droit d'avoir un bonus, mais si tu poses les choses, Porsche, ils viennent juste de débarquer avec une voiture dont ils ne maîtrisent pas tout, et on le voit bien, ils ont des composants qui sont partagés, et ils essayent encore de les optimiser. Ferrari fait plutôt un bon boulot parce qu'il y a du savoir-faire chez eux et ils ont fait le choix justement d'avoir une voiture qu'ils maîtrisent intégralement, en tout cas plus qu'une LMDH. Voilà. Peugeot, ils ont sorti un concept qui est super beau mais qui fonctionne pas bien. Je vais pas dans les détails, évidemment le règlement a changé entre le moment où ils ont validé la décision de s'engager et la construction de la voiture finale, mais vous voyez, moi je trouve en tout cas que les résultats de la saison 2023 montrent que c'est pas si politique que ça et que sportivement en tout cas ça fonctionne. Par contre, ça n'empêche pas qu'il faut faire des ajustements. C'est là, j'attends aussi de voir ce que tu en penses, mais c'est là aussi où je pense qu'il faut faire des ajustements cette année pour proposer une espèce un rapprochement. Et effectivement, que la Porsche, la Ferrari, la Peugeot, machin, puissent se battre. S'ils ont tous le même niveau de préparation, s'ils ont tous bien fait leur devoir, on leur a garanti dans le règlement qu'ils pourraient se battre ensemble. Bien sûr. Et 2024, je pense que ça va arriver. Il va y avoir des BOP qui vont être critiquables. Mais c'est ça, mais c'est le plus difficile. Mais elles vont être, Attends, elles sont ultra dur. nécessaires. Comment tu veux faire ? Parce que c'est vrai que Poutrologue, là pour le coup, je suis d'accord avec quelque chose qu'il a évoqué, c'est le sandbagging, c'est le côté on cache son jeu. Comment tu veux faire si le constructeur il donne pas toutes les billes pour qu'on puisse équilibrer les performances ? C'est sûr qu'il y a toujours ce petit jeu. Maintenant, voilà, faut faire confiance aussi aux autorités et puis se laisser des ajouts ou des règlements qui peuvent un petit peu évoluer. Il n'y a pas d'ailleurs une petite amélioration qui peut être faite ou en tout cas une modification qui est à laisser à l'appréciation des juges, si je puis dire, ou de la CO, non ? Tu parles du poids, non ? Ouais, un poids, parce que c'était pas le cas l'année dernière. Je crois qu'on n'avait pas l'ajustement sur le lest. Là, je crois qu'il y a un ballast qui peut être ajouté. Non si, en fait, la BOP a joué sur le poids. Avant Le Mans, ils ont changé le poids mini, je crois. D'accord. En tout cas, là, ils l'ont fait à Daytona. Et là, le truc, c'est que tu vois, la saison n'est pas encore lancée, puisqu'on est à 3 semaines de la première épreuve. Et la semaine dernière, la FIA et le WEC ont sorti une décision où ils ont averti tous les concurrents qui sont engagés en catégorie hypercar, en leur disant qu'il faut que les voitures puissent accepter un ballast allant jusqu'à plus 70 kg. Ah oui. Non mais c'est pour ça que le sujet il est là. La BOP, il va y en avoir cette année, puisqu'ils indiquent qu'il faut que la voiture puisse embarquer le poids d'un pilote en plus. Donc ça veut dire que s'ils le disent, c'est qu'ils s'attendent bien à l'utiliser, cette disposition. En tout cas, moi je pense que c'est une saison qui va être super intéressante, avec beaucoup de constructeurs aussi qui arrivent. On va avoir peut-être de belles surprises aussi, avec Lamborghini, avec Alpine, qui sont là en plus. Peut-être aussi en WEC, j'entends, avec BMW, avec, on l'a dit la semaine dernière, mais l'exploitation de WRT. Donc, voilà. Si tu nous regardes. Ah, mais oui, c'est sûr. Avec WRT, ça va mieux marcher. Après, ils sont assez modestes. J'ai lu une interview de Thierry Tassin chez WRT. Et là encore, on est un peu dans la politique, mais qui dit si au Qatar on finit, ce serait déjà beau. Attendez, les gars, quand même. La voiture, elle tient des courses de 24 heures. Ah, c'est vrai qu'elle fait pas tous les tours, mais. Ouais. Elle tient, oui et non. Ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça tient moyen. Ça va, une épreuve de 10 heures en WEC ou de 6 ou de 10 heures, normalement, ça va le faire. Avec les gens de chez WRT, ils ont déjà dû démonter la caisse et la remonter 4 fois. Et puis bon, il y a du pilote aussi, il y a de la bonne pointure dedans, donc. Non, ça, je pense que ça va le faire, mais effectivement, c'est pas pour cirer les pompes de la CO, mais un autre truc aussi qui est important, il faut pas oublier, c'est cet équilibre qui est difficile à trouver entre les hypercars purs et durs, type Peugeot, Toyota, Ferrari, et
les LMDH qui sont, comme on l'a dit, avec certains composants plus standardisés. C'est difficile de faire cohabiter les deux. Bien sûr. Et c'est le défi en fait d'avoir cette c'est le réglementation. défi. Pour avoir une période dorée, il fallait passer par là aussi, parce que sinon t'attirais jamais des Cadillac ou des constructeurs, peut-être qui, voilà, à moindre coût, entre guillemets, on parle quand même de plusieurs millions d'euros, mais à moindre coût peuvent s'engager dans des courses d'endurance. Donc voilà, moi je pense que ça c'est le gros défi de 2024 et je m'attends à ce qu'on ait on fera le point, on fera le bilan en novembre, décembre. Ouais. Mais en tout cas, je m'attends à ce qu'on ait un classement ou des résultats de courses qui ait beaucoup plus de diversité que l'année dernière. L'année dernière, c'est simple, c'est victoire Toyota à toutes les courses, sauf Le Mans. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah ouais, t'as raison. Ah bah ouais, en WEC c'était ça. Hein. Mais tu vois, on s'en souviendra dans 10 ans, comme quoi c'était une ère dorée et que 2023, le centenaire, c'était fou. Oui, c'est vrai, mais les résultats font que c'est Toyota qui a quand même dominé toute la saison, en tout cas qui a gagné toutes les courses. Ouais, c'est vrai. Et cette année, je pense que ça va être différent, parce que le législateur va mettre son nez là-dedans, et c'est très bien, avec une BOP qui va redonner des billes à certains et en enlever à d'autres, et aussi parce que tout le monde est en train de monter en puissance, et que chez BMW, WRT, ils vont assez vite comprendre comment ça marche. Ouais. Penske, apparemment, ils ont quand même un peu plus compris comment ça marchait. Peugeot, j'espère qu'ils vont comprendre aussi. Mais tu vois, ça va déjà arriver à maturité, entre guillemets. Certains projets vont arriver à maturité. Isota Fraschini, un peu moins, mais... Oui, je suis pas certain que ça fonctionne idéalement. Bon, il nous reste, allez, 3 minutes. On va se mouiller quand même, Geoffroy. Ouais, ok. Parce que on a ouvert cette émission, cet épisode-là de Endurance Club avec la petite question en se disant est-ce que Porsche est favori en 2024 ? Ça dépend en quoi, j'allais dire. Moi, je dirais favori, peut-être à être la meilleure équipe LMDH. Je me mouille pas trop en WEC et aux 24 heures du Mans par rapport à Cadillac, ce qui n'a pas été le cas en 2023. Maintenant, je les vois quand même mal, selon moi, hein, je donne mon avis, mais je les vois quand même mal se battre face à des LMH cette année, même si c'est Porsche, même si ils ont de grandes ambitions. Je vois bien toujours quand même Ferrari au-dessus du lot. Je vois bien également Toyota encore être bien placé. Et puis, voilà, on va espérer, en croiser les doigts pour les Français aussi, avec Peugeot qui a travaillé, qui a peut-être fait bien ses devoirs. Mais Le Mans, peut-être un podium pour Porsche. Voilà, allez, je me lance, 2024. Ok. Moi, je vois Porsche gagner toutes les épreuves longues en IMSA. Ouais, donc, ça ok. Daytona, c'est fait. Donc, je les vois gagner Sebring, Watkins Glen et puis le Petit Le Mans. Ah, carrément. Ah ouais, il ferait la razzia en IMSA. Moi, je les vois bien face à Cadillac, mais Cadillac, sur le long terme, serait pour moi mieux en IMSA. Moi, je les vois prendre les 4 grosses épreuves d'IMSA. Et en WEC, je vois bien un truc... j'ai envie de croire au projet Jota. Ouais. Je vois bien la Jota faire des coups d'éclat, par exemple, être devant en qualif systématiquement. Et au Mans, je pense que ça peut tenir, ça peut faire le match. Et je vois bien un scénario 2014, c'est-à-dire... putain, ça y est, je suis toujours dans mes références. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais je vois un scénario 2014 où une Porsche 963 va mener, et puis au petit matin, il va y avoir un problème de turbo, un problème de je sais pas quoi. Il va y avoir un truc qui va péter. Attends, ils ont toutes les pièces, ils ont dit cette année. L'année dernière, ils avaient peut-être pas, mais là, ils ont toutes les pièces pour changer. Mais je la vois, je vois Porsche être mieux dans le match et mener une bonne partie de l'épreuve. Un peu comme Peugeot a mené les 24 heures du Mans l'année dernière. Ouais, c'est vrai. À un moment, tu te dis, et si ça tenait, quoi. Mais c'est pour ça. Là... Moi, je vois bien Porsche, si on parle du championnat WEC et en Europe, être bien aux 24 heures. Peut-être à Spa, mais aux 24 heures. Par contre, sur l'ensemble de la saison, je les vois pas. Et puis, comme toi, en IMSA, je les vois bien. Par contre, je les vois pas gagner les 4 courses d'endurance. Ça, c'est fort comme pari. Mais tant mieux. Ce qui va changer aussi, c'est ce qu'on appelle la mise en rythme, la mise en jambe. Je sais pas comment le dire, mais le fait d'être percutant tout de suite. Ouais. Tu vois, sur les 24 heures du Mans l'année dernière, Porsche est le seul constructeur à pas avoir à avoir été en tête. Ils étaient vraiment en retrait par rapport aux autres concurrents. Il y a que la Jota. Il y a que la Jota. Voilà, il y a la Jota en qui a partant mené dernier. Tours. Ouais, c'est clair. Mais Porsche a eu une mise en route un peu plus tardive. Ouais. Et puis c'est ce qu'on a senti tout au long de l'épreuve. Là, je pense que cette année, ils vont être plutôt dans le match. Ouais, mais je dis quand même attention à la fiabilité, moi. Je mets un petit bémol là-dessus parce que leur pénalité là, à Daytona, ok, peut-être que c'est sur les vibreurs, peut-être que c'est au bus stop, à la chicane Le Mans, etc., ce que tu veux. Ouais, d'accord, il y a quand même la pénalité qui tombe. L'année dernière, c'était sur le fond plat qui avait été trop raboté à Watkins Glen. Voilà, c'est là-dessus où ils peuvent se faire un peu avoir. Mais, la seule victoire BMW, d'ailleurs.
Ah ouais, exactement, exactement. Donc sur tapis vert. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que je pense que c'était intéressant de se poser cette question. Merci de me l'avoir soumise, mon cher Geoffroy, Bah sur le écoute. fait que Porsche voilà, soit bien parti. On va voir à Sebring de toute façon, et puis on va voir aussi au Qatar, évidemment, en WEC. Voilà. Alors le Qatar, du coup, on se mouille tout de suite là, tu vois, on finit Ah là. ouais, Bah non, mais ouais, le Qatar, tu vois quoi comme issue? et ben pas grand-chose, vu que le Qatar est nouveau au calendrier. Ouais. Honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais qu'il y a des grandes courbes, des grands enchaînements. Faut vraiment garder beaucoup de rythme. C'est pas un stop and start entre guillemets comme circuit. Qui est-ce que je vois? Ah, je vois bien quand même. Je me Ceux mouille qui pas, bossent évidemment, mais sans faire trop de bruit. ouais, non, mais Une Toyota. marque italienne, non? Non, 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 je vois Toyota. Non, non, je vois Toyota. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Ok. J'ai pas, ouais, pas de surprise. C'est vrai que Ferrari sera là, mais je les vois peut-être pas jouer la gagne dès la première. Je sais pas. Et toi, tu Ok, vois bon bien bah de Ferrari, toute toi? façon, non, on a le temps, on a le temps d'en Ah bah on reparler. reviendra, bien sûr. Normalement, on fait des émissions avant, donc on a le temps. Moi, pour l'instant, je pars sur une pole position de Dries Vanthoor. Ah, pas mal. Ok. Tu vois, non mais faut créer du contenu, tu vois, faut créer Eh ben moi, je pars les sur réactions une sur les pole réseaux sociaux. position de Donc, Paul Louchatin. Voilà, monsieur. allez, bah ok, vendu. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Il y a un C'est bel vrai que équipage là chez Alpine. ouais, j'avais oublié Alpina, mais oui, carrément. Bah écoute, ah ouais, Paul Chatin, toi, ça c'est une cote plus élevée quand même. Ah bah c'est très élevé, monsieur. Ok, Je bon, me bah, on verra. mouille. Pour la pole, hein, j'ai pas dit pour la victoire. Oui, oui, j'avais compris, j'avais compris. Non, on verra, on verra. Mais on aime bien on aime bien justement se mouiller et les pronostics. Donc voilà, je pense que les internautes aussi et vous aussi, vous aimez bien. Les auditeurs, les poditeurs, les gens qui nous écoutent, quoi. Hein. C'est ça. Et qui Bon, veulent bah faire écoute, partie du parfait. club. Parce que Eh voilà, bah, c'est alors l'Endurance voilà. Club, c'est le format justement qu'on a envie de développer, donc on se régale et merci beaucoup Geoffroy encore pour ton œil d'expert et ces petites infos, voilà, Eh croustillantes. bah écoute, merci pour ton œil d'expert aussi, enfin tes deux yeux d'expert. Ah Et oui, puis on se donne rendez-vous pour un prochain numéro avec, pourquoi pas aussi comme ça, une question, un débat, si vous avez des sujets à nous proposer ou des réflexions pour nous alimenter, n'hésitez pas. ouais, on va revenir bientôt aussi sur la liste des 24 heures quand elle sera officielle, enfin voilà, il y a des choses à dire effectivement et on sera là. Ça marche. Allez, salut, très bonne journée à tous et à très vite pour un nouvel épisode d'Endurance Club.